20h vendredi sur la chaîne des valeurs. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement veut mettre fin à toutes les dérives constatées dans la distribution des intrants et matériels agricoles. C'est ce qui ressort du Conseil interministériel ce vendredi présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis la journée internationale de la liberté de la presse célébrée sur le thème « Quel type de journaliste pour mieux servir la planète ?» Au Sénégal, 45% des agents de presse sont contractuels selon une étude de la Convention des jeunes reporters. Ils sont 540 gendarmes sénégalais engagés pour participer aux opérations de maintien de la paix au Congo et en République centrafricaine. La traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national a lieu aux casernes Samba Diéry Diallo de Colobane. Retour sur cet événement avec nos reporters sur place. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Souveraineté alimentaire au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce vendredi un conseil interministériel sur la question. Un nouveau dispositif organisationnel sera déployé pour mieux juguler le système de distribution des intrants et matériels agricoles et leur sécurité. Et cela passe par la digitalisation du système. Désormais, les ressources et les moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter. J'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. À veiller en relation avec le ministre des Finances et du Budget au respect des principes de transparence, d'intégrité, d'économie et d'efficacité dans l'octroi des agréments, en portant une attention particulière à la solvabilité des opérateurs. À renforcer, dans les délais requis, les capacités d'intervention de la direction de la protection des végétaux pour la protection des cultures et des récoltes, à accorder une attention particulière, là aussi, à la lutte contre les oiseaux granivores dans les zones de culture de riz, à assurer, en relation avec le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan et le ministre des Forces armées, chacun en ce qui le concerne, la mise en place des intrants dans des conditions de stricte transparence auprès des réels ayants droit. Dans ce conseil interministériel, le Premier ministre a aussi défini les démarches visant la mécanisation de l'agriculture et l'accompagnement des coopératives agricoles. Le Premier ministre s'est aussi prononcé sur les défis actuels du secteur agricole. C'est le cas de l'installation d'unités de conservation et de stockage des produits agricoles, mais aussi la mise en place de mécanismes de financement pour les acteurs. Nous l'écoutons. J'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à recenser, en relation avec le ministre des Forces armées, les infrastructures de stockage de semences et d'engrais existantes sous tutelle des différents départements ministériels et à les mettre à disposition pour la campagne agricole. Au titre de la mobilisation des financements, j'engage le ministre des Finances et du Budget à prendre les dispositions appropriées en relation avec le ministre de l'Agriculture pour permettre la mobilisation par les opérateurs des financements appropriés de la campagne de production agricole 2024. À inscrire dans le budget les montants requis pour la subvention de 120 milliards retenus pour la campagne de production agricole 2024. À entreprendre les concertations nécessaires avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, la Banque agricole, la BNDE et les institutions de microfinance en vue de leur implication renforcée dans le financement de la campagne de production agricole 2024. À sensibiliser la BCEAO et le Conseil des ministres de l'Union sur la nécessité
d'adapter dans les meilleurs délais possibles la réglementation prudentielle applicable aux banques et établissements financiers. Quel type de journaliste pour mieux servir la planète? C'est la crise environnementale au centre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse face aux effets du changement climatique. Les thématiques de l'environnement méritent d'être introduites dans les écoles de formation en journalisme, à l'image des sujets de politique, de société ou encore de justice, a déclaré le directeur exécutif de l'ONG de l'Institut Panos en Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Ndiaye, qui s'exprime au micro de Cheikh Oumar Tall. Le choix du thème se justifie. On ne parle plus du rôle de la presse dans son importance en termes d'information auprès des populations. Le deuxième aspect, c'est pourquoi nous avons choisi de parler des questions environnementales. Cette question est devenue un sujet majeur pour nos sociétés. Donc voilà autant d'intérêts qui font qu'aujourd'hui, on a associé cette journée de liberté de la presse aux questions environnementales. Oui, dans ce sens que nous vivons d'une manière ou d'une autre, chaque jour, sous les effets des crises environnementales. Ce serait bien que cette corporation, dont le métier est d'informer, puisse être mieux outillée pour pouvoir toujours parler de ces questions, comme on l'a fait dans d'autres secteurs où les journalistes ont été outillés pour parler des droits humains, pour parler des questions politiques, de démocratie, de santé. L'environnement mérite toute sa place dans le curriculum des journalistes. Initiée en 1991 par des journalistes africains avant d'être reprise par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la journée de la liberté de la presse rend hommage aux soldats de l'information, des journalistes invités à mieux s'investir dans la recherche par le chef de la division presse et information au ministère de la Culture, de la Communication et des Télécommunications, Amadou Kanouté, pour qui les initiatives de l'État du Sénégal sont à saluer en ce sens qu'elles participent à renforcer les capacités des journalistes sur le traitement de certaines thématiques comme l'environnement. Ces propos sont recueillis par Cheikh Oumar Tall. La presse informe. Je pense que tous les jours on a de l'information, mais le constat que nous faisons tous, c'est que souvent c'est l'information politique qui prime. Les questions spécifiques liées à l'environnement qui concernent tout le monde, qui menacent tout le monde, et pour la dégradation de laquelle tout le monde agit. Donc ces questions ne sont pas souvent traitées dans la presse. Si elles le sont, souvent c'est sous forme de compte rendu. Et à l'occasion d'événements comme ça, la presse parle d'environnement, mais dès qu'on en sort, rarement les organes qui en parlent. Donc c'est une occasion d'appeler les journalistes à mettre davantage l'accent sur les questions environnementales. C'est fondamental. Je ne vais pas revenir sur les menaces qui pèsent sur l'environnement aujourd'hui, qui pèsent sur l'homme aujourd'hui à travers la dégradation de l'environnement. Donc tous les jours on a les informations et là c'est à ce niveau que la presse se distingue souvent. Quand il y a des catastrophes naturelles, tout le monde en parle. Je pense que quel que soit le pays qui est touché, l'information passe partout. Les catastrophes naturelles, on le voit, c'est des milliers de morts par jour. Parfois, c'est des maladies parfois que personne ne maîtrise qui s'installent à cause de phénomènes environnementaux. Donc, il y a beaucoup de dégâts causés par cette dégradation de l'environnement. La Journée internationale de la liberté de la presse est aussi l'occasion pour ces acteurs de scruter la situation dans ce secteur, comme en atteste cette annonce qui concerne le Sénégal. 45% des hommes de médias disposent seulement d'un contrat qui les lie avec leurs organes. 17% sont des prestataires et 11%
des stagiaires. 26% de ces hommes de presse n'ont aucun lien contractuel avec leur employeur, selon une étude de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Sur plus de 200 jeunes professionnels interrogés, tous ont jugé le niveau de leur rémunération insuffisant, ainsi que le respect des cotisations à l'IPRES et à la caisse de sécurité sociale encore inexistant. Nous parlons tout à fait autre chose. Opération de maintien de la paix au Congo et en République centrafricaine. 540 gendarmes sénégalais seront déployés dans les prochains jours. Ils ont été présentés au drapeau ce vendredi aux casernes Samba Diéry Diallo. Une cérémonie suivie par la remise du drapeau national sur le théâtre. Ils devront promouvoir les valeurs et principes des armées sénégalaises. Le compte rendu d'Alioune Seck. Cette cérémonie marque la remise de drapeaux aux 3 contingents sénégalais en partance en mission, la dernière activité avant leur déploiement sur le théâtre d'opération de maintien de la paix au Congo et en République centrafricaine. La présente cérémonie marque donc l'épilogue du processus de mise en condition opérationnelle de 3 unités de police constituées de la gendarmerie nationale. Elle marque également le terme de la formation et des tests opérationnels qui précèdent leur déploiement sur les théâtres d'opération de maintien de la paix. Ces unités ont parachevé 3 mois de préparation. Ils sont appelés à des opérations dans un contexte international marqué par l'instabilité. Elles sont composées des 3 unités constituées de police de stabilisation, communément appelées FPU, réparties comme suit. Une FPU, la 5e du genre en partance pour la MINUSCA en République centrafricaine, et 2 FPU, les 17e, destinés à la MONUSCO en République démocratique du Congo. Sur le terrain, ils devront promouvoir et défendre les valeurs des forces armées. Que vous preniez une pleine conscience des devoirs et obligations qui en découlent comme un véritable sacerdoce. Vous serez particulièrement impliqués dans la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État en soutien aux polices locales. Je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhéré en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la gendarmerie nationale. 540 personnels militaires, dont 109 femmes, sont déployés dans le 5e détachement sénégalais en République centrafricaine et le 17e au Congo. Ils succèdent à leurs camarades sur le terrain pour une année. Après 3 mois de dure formation, ces gendarmes sont désormais prêts à servir sur le théâtre des opérations. Ils seront dirigés par le chef d'escadron de la gendarmerie nationale, Khalid Pouye, pour qui cette mission sonne comme une occasion de rehausser l'image de la gendarmerie nationale. Nous l'écoutons. Donc ce matin, nous venons de recevoir le drapeau national. Donc les contingents qui sont en partance pour la République démocratique du Congo et la République centrafricaine sont composés de chacun de 180 personnels. Nous avons au sein de ces contingents au total 109 personnels féminins. Pour vous dire que l'aspect genre a été très bien pris en compte. Donc dans le discours du commandant, du haut commandant en second, nous avons bien retenu qu'il s'agit d'un viatique qui nous permettra non seulement de bien nous comporter sur ces théâtres qui nous attendent, mais également de bien remplir la mission qui nous sera confiée. Les contingents ont suivi une formation assez suffisante pour être opérationnellement prêts à remplir les missions qui nous attendent sur ces différents terrains. C'est l'occasion pour moi de remercier le haut commandement pour la confiance qu'il a accordée à ma personne, mais également à la personne de ces 2 autres commandants de contingent. Et on les rassure que nous mettrons tout en œuvre, nous engagerons corps et âme, nous, mais également le personnel qui sera derrière nous, pour remplir la mission qui nous sera confiée, pour rehausser encore plus l'image de la gendarmerie sénégalaise.
Et puis, cette annonce qui concerne une embarcation de migrants de 57 en termes d'effectifs qui vient de chavirer à Saint-Louis vers Gondioles. Ces tristes événements se sont déroulés ce jeudi. Au total, le bilan prouvé au total. Plusieurs victimes ont été notées, dont 2 morts et une trentaine de blessés. La pirogue avait quitté il y a quelques jours à Bassoul, les îles du Saloum, avant de chavirer à Gandiol. Dans la foulée, une deuxième embarcation a été interceptée dans la même zone par la Marine nationale. La pirogue qui transportait 200 migrants. Pour rappel, dans la nuit du lundi au mardi, une autre navire a été interceptée par la marine dans l'aire marine de la Longue de Barbarie. Elle avait à son bord 47 personnes, dont 37 Sénégalais et 10 étrangers. Les étudiants de l'École nationale de l'économie appliquée ne se sentent plus en sécurité dans leur propre campus social, ce à cause de l'effondrement de la dalle des toilettes d'un pavillon. Ces bâtiments ont été jugés inhabitables et devaient être détruits par le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Selon l'amicale des étudiants de l'ENEA, ils interpellent les autorités universitaires et gouvernementales de leur trouver un logement provisoire pour pouvoir étudier. Dans l'inquiétude, pour plus de détails, suivons les propos du président de l'amicale, Badaka. Peut-être nous, à notre niveau, on s'est dit que... Peut-être nous, à notre niveau, on s'est dit qu'il y a des autorités qui ne connaissent pas l'importance de l'ENEA. Parce que ça, c'est la énième menace que nous recevons à l'ENEA. En 2022, quand nous étions dans la commune de Ndoyen, alors que nos camarades étaient dans d'autres communes pour réaliser des plans de développement communaux, on nous avait informé comme quoi il y a une société qui a acheté une partie de l'ENEA. Alors que cette partie, il y avait des logements pour des étudiants qui écrivaient leur mémoire sur des projets qui devaient servir le pays. N'eût été la réaction immédiate des autorités compétentes qui connaissent l'importance de l'ECA, cette partie aurait dû être vendue depuis. Donc l'ENEA, ce n'est pas une école qui doit disparaître. Alors qu'aujourd'hui, l'ENEA est en faillite. En tout cas, on ne peut pas laisser passer cette affaire. Surtout l'affaire des logements. On ne doit plus parler du problème de logement à l'ENEA avec le modèle pédagogique qui est à l'ENEA, qu'on ne trouve nulle part. Donc, c'est ce message que nous lançons aux autorités, qu'ils sachent que les étudiants ont sorti leurs bagages. Mais s'ils nous trouvent des logements le plus rapidement possible, des logements adéquats aux conditions de vie d'un élève ingénieur, nous allons s'y rendre pour venir continuer nos études. Parce que c'est ce qui nous intéresse. À Niaguis, par contre, le conseil municipal a décidé de rouvrir le dossier du foncier dans la localité de Baraf, une décision qui a provoqué la colère des populations qui mettent en garde les potentiels acquéreurs. Ces derniers se sont insurgés contre le maire de cette localité, Victorine Dey, ainsi que le sous-préfet, avant d'appeler le gouvernement à suspendre le processus. Boubacar Diallo porte leur voix. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est inconcevable que cela se fasse, d'autant plus que rien n'a encore été réglé par rapport à ce dossier. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour non seulement nous indigner, nous offusquer, mais également interpeller les autorités par rapport à cette forfaiture. Parce que tout le monde est au courant de cette situation, parce que depuis un bon moment, la situation de Baraf et de Bokot-Mankagne a été relayée par la presse et toutes les autorités ont été informées par cette situation. Maintenant, si Madame Victorine Dey se permet aujourd'hui de réouvrir ce dossier, et malheureusement avec la bénédiction du sous-préfet de Niaguis, là vraiment nous sommes à la limite abattus par cette décision. Évidemment, effectivement, donc nous appelons le ministre, M. Bala Moussa Fofana, éventuellement, au-delà de cet appel du ministre, appeler le président de la République, parce qu'on a vu sa posture d'antan lors du dossier de Ndengler. Donc malheureusement, le problème de Baraf était antérieur à celui de Ndengler.
On se rappelle qu'à l'époque, toutes les autorités étatiques s'étaient déplacées à Ndingler pour régler ce problème. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.